C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, gros sonneur aujourd'hui pour les G6, on a décidé d'accorder plus de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je suis très heureuse d'accueillir Régis de Castelnau, Alexandre Langlois. Bonjour Alexandre Langlois. Bonjour Clémence. Merci d'être en studio avec nous. Quand je peux, je passe. On a essayé d'inviter Régis de Castelnau, on n'a pas encore réussi à l'avoir. Hein. Bonjour Régis. Alors, bonjour Clémence, bonjour Alexandre. Bonjour Régis. Non, je suis toujours dans ma grotte. Premier jour, après presque 3 semaines de Mistral. Ah. Ça a été très désagréable. Donc, bon, c'est une journée qui sera plus calme. Avec une caractéristique qui va vous toucher parce que vous êtes poète, Clémence, c'est que les rossignols, qui étaient gênés par le vent, s'en donnent à cœur joie. Là, ce matin, je veux dire, c'est un concert. Oui. Vous savez, le rossignol est un magnifique oiseau chanteur Oui. et il a comme caractéristique, c'est que c'est un chant appris. C'est-à-dire qu'il a un don au départ et ce sont ses parents qui lui apprennent à chanter après. Et là, aujourd'hui, c'est une pure merveille. Ah, c'est génial, donc, je vais passer une bonne journée. Oui, au moins, vous avez les chants autour de vous pour vous remonter le moral dans cette société un peu étrange, on va dire. Alors, avant de commencer, je vais rappeler vos 2 livres à vous deux, nos 2 chroniqueurs toxins, mais Alexandre Langlois, ancien policier, vous avez écrit notamment « Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie, édition Talma » et Régis. Et on va évidemment citer ce livre avec notamment l'affaire Fillon qui revient sur le devant de la scène, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Mais commençons sur cet enchaînement et Dieu sait, vous le savez, on a déjà fait 2 émissions spéciales sur l'atteinte à la liberté d'expression. Je ne vais pas commencer maintenant par citer toutes les dernières atteintes puisque sinon on aura déjà fini l'émission. On ne compte plus les attaques à la liberté, mais même à la liberté de penser aujourd'hui. Et pour penser, il faut pouvoir débattre, il faut pouvoir accepter les idées opposées. C'est aujourd'hui ça qui est mis en danger. Je le rappelle, vendredi dernier, Rima Hassan a annoncé être convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Alors, Rima Hassan, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais son nom était quand même en haut de tous les titres de médias. C'est une militante franco-palestinienne qui est présente d'ailleurs sur la position, je crois que c'est en 7e position, sur la liste insoumise aux élections européennes. Et elle doit donc être entendue à la fin du mois sur des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme commis au moyen d'un service de communication au public en ligne. Voilà exactement les faits qui lui sont reprochés. Avant-hier, c'est la chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot, qui elle aussi a annoncé être convoquée par la police, toujours dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Et évidemment, derrière, c'est toujours cette question, c'est toujours la scène israélo-palestinienne qui est mise en question. Le texte qui avait suscité la polémique, eh bien, c'était ce parallèle entre l'attaque du mouvement islamiste et du Hamas, décrite comme une offensive armée de forces palestiniennes, et l'intensification de la politique d'occupation israélienne. Voilà, donc le fait d'avoir comparé les deux est considéré comme une apologie du terrorisme. Ça, c'est un sujet qu'on va évidemment aborder avec nos 2 chroniqueurs. Il y en a d'autres, et je vous les cite rapidement. Et juste dans cette dernière semaine, Transmania, le livre de Marguerite Stern et Dora Muto, qu'on a reçu d'ailleurs hier, ces deux auteurs, est censuré. Le livre est caché en librairie. Il y a eu de nombreux témoignages sur le sujet. 7000 attaques pirates sur le site de la maison d'édition. Et les affiches ont été interdites par la mairie de Paris. De nombreuses attaques également dans tous les médias. Donc, voilà, encore une fois, un débat rendu impossible. Et enfin, cette question du réchauffement climatique, d'ailleurs, tout comme le Covid l'était avant, est encore loin d'être autorisée sur les plateaux. Je vous propose de réécouter Adèle Van Riet, la patronne de France Inter, qui indique que tous ceux qui contestent le fait même du réchauffement climatique ne sont pas invités par Radio France. Ceci est un engagement pour l'intérêt public, explique-t-elle. Écoutez ça. En tant que service public, il y a certaines valeurs qui sont toutes au service de l'intérêt général, puisque nous sommes une radio publique, donc on se doit de servir l'intérêt général. Dans le cadre de cette mission, nous avons choisi, mais c'est Radio France, en ce qui concerne par exemple le réchauffement climatique et la cause écologique, de ne pas donner la parole à des personnes qui contesteraient le fait même du réchauffement climatique. C'est un engagement. C'est un engagement de Radio France au nom d'une valeur qui est à la hauteur de la mission qu'on doit accomplir. Oui, et même chose d'ailleurs à France Télévisions. Du blacklisting de personnes en particulier. Je pense qu'on a pris les mêmes précautions pendant le Covid, évidemment. Par ailleurs, ces polémiques-là, pour le coup, c'est devenu mon quotidien, sont complètement déconnectées de la manière que nous avons de faire la radio et tout le monde est le bienvenu sur France Inter.
J'adore. Mais j'adore. Je l'ai déjà écouté hier. Moi, je la trouve vraiment excellente. Tout le monde est le bienvenu, sauf la moitié de ceux qui ne pensent pas comme nous. Alors, Alexandre Langlois, puisque vous êtes avec nous, je vous donne la parole en premier. C'est en fait dans la suite de tout ce qu'on vit depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. En fait, c'est toute cette censure. On doit penser d'une seule façon et le reste n'est pas autorisé. On va penser dans l'ordre. On va commencer par le dernier, par exemple, France Info. De refuser la parole à des personnes. C'était France Inter, mais de toute façon, c'est tout le public. Elle a dit radio publique. Oui, après elle dit c'est toutes les radios publiques. Qui dit qu'on va pas donner la parole à gens qui sont climato-sceptiques. Eh ben justement, au contraire, débattons. Oui. Parce que justement, si jamais leurs arguments sont très forts, comme ça permet de les contrecarrer. Je veux dire, imaginons que quelqu'un dit la Terre est plate, allons-y, débattons avec lui, pourquoi pas. Tout est possible, je veux dire, tant qu'on est dans de l'opinion et qu'on n'est pas en train de venir sur empêcher les autres de penser. Donc pour que les gens puissent former leur opinion et des fois voir que ça leur correspond ou ça leur correspond pas, autant débattre. Donc là, le mettre de tout sous tapis. En général, en débattant, on se rend très vite compte que l'autre a tort ou que voilà. On a raison, ou alors qu'il y a des vérités différentes parce que chacun a un prisme différent pour analyser la même réalité, ce qui est tout à fait possible. Je repense toujours à cet exemple, si on met un 6 sur la table, vous verrez un 9, je verrai un 6 et pourtant on voit bien la même réalité. Donc chacun peut la décrire de la même façon, de façon différente, mais on voit la même chose. Donc après, c'est les mots qui sont autour. Par exemple, le mot à la fin qui dit tout le monde est le bienvenu, c'est un mot, mais en fait tout le monde n'est pas le bienvenu. Oui. Voilà, c'est exactement l'inverse. Nous avons la même chose, mais elle n'a pas le même prisme de lecture de la réalité. Ensuite, sur les atteintes aux libertés des partis politiques. Donc là, c'est pareil, c'est plus grave, c'est des opinions. C'est-à-dire qu'ils défendent des opinions en disant, par exemple pour Mathilde Panot, l'attaque du Hamas, une attaque palestinienne en réponse à l'occupation israélienne. C'est une opinion. Elle n'a pas dit est-ce que les actes du 7 octobre sont normaux, est-ce que ce n'est pas un attaque terroriste. Non, elle a dit ça c'est une réponse. Voilà, après les actes sont barbares et maintenant de l'autre côté il y a d'autres actes barbares qui sont commis. Donc est-ce que ça excuse? Non, c'est pas une excuse, ça peut être une explication. Maintenant si on n'est pas d'accord avec ça, ce qui est tout à fait possible aussi, qu'on en débatte et c'est justement le lieu, c'est pas de se dire t'es pas d'accord avec moi, on va t'empêcher de parler pour te mettre à la police. Mais pardon, je vous coupe là-dessus parce que en fait je vais mettre en comparaison Mathilde Panot hurlerait, mais ça me fait justement rire. Éric Zemmour par exemple, qui a pu d'abord qui a été empêché récemment et avec tout un panel d'autres personnalités plutôt marquées à droite de prendre la parole à Bruxelles, donc c'était encore liberté d'expression, atteinte à la liberté d'expression, mais qui a pu lui aussi avoir derrière lui des enquêtes pour, je crois que c'était également apologie du terrorisme. En tout cas, toutes ces questions de développement historique sur le rôle qu'a joué Pétain ou pas avec le GIF en France, ça peut mériter un débat, un débat historique aussi. C'est pas forcément... moi, je ne comprends pas pourquoi on ne permet pas ce débat qui se place en plus du côté historique ou sociologique ou qui va décider de quoi on a le droit de parler ou ce qui est autorisé ou pas. Quelle est la bonne version de l'histoire? La bonne version, c'est celle d'Emmanuel Macron. Voilà, à l'heure actuelle. Voilà, c'est tout. Pour reprendre de l'histoire, il avait voulu réhabiliter le maréchal Pétain en le citant pour la guerre 14-18. Oui. Donc après, le problème de toutes les oppositions, parce que moi j'avais l'autre exemple, c'était à l'époque que Marine Le Pen qui avait publié des vidéos de Daesh et qui s'était retrouvée aussi à la police avec expertise psychiatrique parce que des mineurs pouvaient avoir accès aux vidéos. Donc à chaque fois, on voit bien qu'elle voulait dénoncer quelque chose aussi, elle parlait d'un point de vue et à chaque fois ils se sont dénoncés. Le problème de toutes ces oppositions, c'est que chacun est très content quand l'autre est censuré. Exactement. Mais par contre, dès que l'autre est censuré, quand c'est eux, alors c'est un drame. Oui. Alors qu'en fait, ça fait un petit peu penser. En fait, c'est que comme le pasteur là pendant la Seconde Guerre mondiale qui a dit ils sont venus chercher machin, ils sont venus chercher bidule, pardon, et ils sont venus chercher et en fait à la fin il n'y avait plus que moi. Et c'est ce qui est en train de se passer. Chacun est content en disant vous avez l'autre qui pense mal, donc c'est bien qu'il soit censuré. Puis quand c'est votre tour, non c'est pas bien. Et le seul qui est content dans tout ça, c'est Emmanuel Macron qui s'en frotte les mains parce que la France insoumise a fait ça pendant un temps, le Front National, Rassemblement National a fait la même chose de l'autre côté, et on arrive à cette situation ubuesque où finalement c'est Macron qui fait la pluie et le beau temps, qui dit ça on a le droit d'en parler, ça on n'a pas le droit, ça c'est autorisé. Et je rappelle aussi qu'en plus pour le conflit israélo-palestinien, la difficulté c'est qu'une loi a été passée que tous ceux qui critiqueraient Israël seraient antisémites. Oui. Donc je veux dire à partir de là, et que même des personnes de confession juive ont dit que ça n'avait rien à voir en fait. Donc à partir de là, ça pose un problème. En fait, on verrouille le débat, et en fait, au lieu de faire la chose qui me semblerait nécessaire, c'est qu'on donne aux gens les possibilités de s'exprimer avec des arguments, avec un esprit logique, un esprit critique. On censure le débat pour pas qu'ils puissent penser. Et c'est ça, moi, le drame. C'est que plutôt que se dire, tiens, par exemple, il y a telle personne qui est en état de faiblesse ou je sais pas telle minorité qui se sent opprimée ou je ne sais pas quoi, plutôt que de leur dire, on va vous donner les arguments pour que vous puissiez vous défendre, répondre à vos détracteurs, on va censurer pour pas qu'on parle de votre problème.
Et à partir de là, on met tout sous le tapis. Et à un moment, ça fait une cocotte minute explosive parce que plus personne n'a le droit de parler. Avec quelque chose d'en plus grave, dans l'affaire par exemple Marc Doyer, c'est qu'on va devoir s'auto-censurer pour éviter de parler. C'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose où on s'auto-contrôle de peur de se retrouver devant la police. Alors, et petite anecdote, Doyer, on va en reparler après. voilà, mais petite anecdote légère. Par exemple, hier, Emmanuel Macron jouait au foot pour les pieds jaunes après avoir détruit l'hôpital public. Il a marqué un petit but, mais il y a quelqu'un d'autre qui a mis une autre petite vidéo. Il se prend un petit pont. Il a dit attention, cher monsieur, vous allez vous retrouver en garde à vue à 6h du matin. Vous avez fait un crime de lèse-majesté, vous avez pris le ballon au président. Voilà, on en est là en fait. Chacun doit faire attention à ce qu'il fait. On doit plaire à Emmanuel Macron. Sinon, il y a une police politique qui sera derrière. Attendez, on va pas se priver du magnifique but marqué par Emmanuel Macron. Alors, on sent vraiment la puissance du tir. Et malheureusement, Le Gaulle n'a pas réussi à attraper ce ballon, mais il était tellement fort, tellement bien placé que c'était normal. On regarde ça. Voilà, qu'il est fort, notre président de la République. Je suis vraiment fier. Rien que pour ça, je suis fier d'avoir Emmanuel Macron comme président. Et pour une fois, il n'a pas critiqué quelqu'un qui n'était pas en marche. Le Gaulle n'a pas bougé d'un iota. C'est ça, exactement. Allez, Régis, on a beaucoup Effectivement, le gardien n'a pas bougé. Ça sent la complaisance à 100 km. Alors, sur ces questions de la répression de la liberté d'expression, il y a tellement de choses à dire. Alors, je vais commencer par Madame Van Rett, je ne sais pas comment on prononce ça. Adèle. Moi, je dis ça comme ça, en tout cas. Oui, Van Rett, Adèle, c'est hallucinant ce qu'on entend. C'est hallucinant, mais pour qui se prend cette dame, hein? Alors, comme d'habitude, je renvoie au cadre juridique dans lequel tout ça s'inscrit. Madame Van Rett, vous êtes l'employé d'une société qui a une concession. L'État vous a donné... va donner à cette société une concession et dans la loi, il est indiqué que vous devez respecter le pluralisme. C'est un mot, je le scande comme ça parce que c'est un mot que vous ne comprenez pas. Oui, vous comprenez nos valeurs, mais je m'en fiche de vos valeurs, Madame Van Rett. Sur la question du réchauffement climatique, moi, je suis extrêmement circonspect. Je ne suis pas climato-sceptique. J'ai vu simplement, par exemple, que le dernier prix Nobel de physique a dit, le dernier, c'est-à-dire novembre, a dit il n'y a pas d'urgence climatique. Donc, il va être barré, lui. On n'a pas le droit d'entendre ce qu'il a à nous raconter. Donc, ce serait peut-être intéressant. Non, et l'ARCOM ne bougera pas. Il n'y a pas que lui. Il y a dont 2 prix Nobel, plus de 1200, je crois, scientifiques et personnalités du monde scientifique ont signé, en effet, une tribune pour expliquer qu'il n'y avait pas d'urgence climatique. Donc, oui. Alors, si vous voulez, ça démontre deux choses. D'abord, c'est l'arrogance juridique et institutionnelle d'une personne qui n'est qu'une employée que nous payons, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, et qui vient nous imposer ses opinions, sa réflexion, son inculture crasse. C'est insupportable. Je suis désolé, je suis véhément, mais il y en a marre. Bon. Deuxièmement, c'est cette passion française pour la censure désormais. On le voit bien avec l'histoire. Alors, ça réagit, l'histoire de Mathilde Panot, ça réagit un peu parce qu'on se dit quand même, attendez, la présidente d'un des principaux groupes parlementaires à l'Assemblée, pour un communiqué de son groupe, c'est pas ce qu'elle a dit elle-même, c'est ce que son groupe a adopté. Il suffit de lire le communiqué pour voir qu'il n'y a aucune apologie du terrorisme. Alors, bon, ça grince quand même dans les rouages, mais il faut voir sur les réseaux. Tous ceux qui sont les adversaires politiques de Mme Panot disent c'est bien fait pour elle, et on sait très bien qu'en ce qui concerne LFI, ça fait quelques années qu'il passe son temps à militer pour la censure des autres. Ils font des manifestations devant CNews et ils ont acclamé l'interdiction, l'arrivée de la police à Bruxelles pour la réunion d'Éric Zemmour, ce qui est là aussi. Il y avait Orban, alors donc un des chefs d'État de l'UE qui était présent. Et donc ils sont incapables. Il y a des membres du gouvernement de Rishi Sunak, hein. Il y a quand même. Voilà, et ils sont incapables de mesurer que, où ils veulent pas, parce qu'ils veulent faire taire les autres. Et Mme Van Rett ne voit pas d'inconvénient à inviter M. Laganerie, qui vient dire interdiction d'une parole qui n'est pas entre guillemets de gauche, c'est-à-dire qui n'est pas la mienne. Donc, constater que l'interdiction
des réunions de Mélenchon et l'interdiction de cette réunion, l'interdiction par irruption de la police dans les locaux. C'est exactement la même chose. Pour la réunion, vous écoutez sur les chaînes d'infos, et bien naturellement, en fonction du camp auquel vous appartenez, du camp politique, vous trouvez ça formidable qu'on sanctionne les autres. Alors, malheureusement, en ce qui concerne l'histoire de l'apologie du terrorisme, alors là, je voudrais rappeler une petite chose, c'est que tout ce qui concerne la liberté d'expression et le contrôle des abus, il peut y avoir des abus de liberté d'expression si la loi en a décidé ainsi, mais tout ça est dans la loi sur la presse, avec des règles de procédure très strictes, etc. Manque de chance. L'apologie du terrorisme, donc une expression, a été mise dans le code pénal général, sortie de la loi sur la presse. Par qui par M. Manuel Valls et M. François Hollande. Vous savez, ces grands démocrates de gauche, ce sont eux les plus répressifs. Ce sont eux les plus répressifs. Donc, ce qui est très grave dans cette affaire d'apologie du terrorisme. Moi, je suis saisi, parce que j'interviens beaucoup sur les réseaux, par des affaires, c'est invraisemblable. Intimidation, mort sociale. Vous savez qu'une condamnation pour apologie du terrorisme, ça veut dire fiché S, ça veut dire que vous n'avez plus le droit de déménager sans prévenir la police. Bravo. C'est ce qui est arrivé au secrétaire de l'UD-CGT du Nord. Alors, c'est vrai quand on est fiché. Oui, mais quand on ne sait pas qu'on est fiché S, comment on fait? Non, c'est pas fiché S, c'est qu'on a un contrôle judiciaire ou des choses comme ça. Fiché S, normalement, c'est une mesure administrative qui est faite pour surveiller les gens sans qu'ils en aient connaissance, normalement. Oui. On en reparlera après avec les QR codes parisiens. Parce que nous, on est peut-être fiché S sans le savoir. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des mesures de contrôle judiciaire. Moi, j'ai vu passer une procédure pour quelqu'un qui avait dit « mais je ne comprends pas qu'on défende la résistance ukrainienne et qu'on ne défende pas la résistance palestinienne à l'occupation coloniale ». Bon, très bien. Eh bien, elle a été poursuivie, 48 heures de garde à vue, renvoyée devant le tribunal correctionnel avec un contrôle judiciaire, interdiction de quitter le territoire national et d'autres mesures encore. Enfin, je veux dire, où est-on? Mais ce qui est gravissime concernant le conflit israélo-palestinien, c'est qu'on a autour de 650, 660 procédures, poursuites pour apologie du terrorisme pour des gens qui ont osé, oh mon Dieu que c'est affreux, critiquer le régime d'extrême droite de Netanyahou et le massacre qui a lieu actuellement à Gaza. Et que la CIJ, du bout des lèvres, a commencé à qualifier de génocide. Moi, je l'ai déjà dit ici, je considère que c'est un génocide. Bien, juridiquement, s'entend. Et le problème, c'est qu'en face, on a tout un tas de gens sur des chaînes qui sont des chaînes diffusées en France, qui ont l'agrément, sans que leur com ne bouge, bien sûr. On a eu des expressions d'apologie du génocide, d'apologie de crimes contre l'humanité, d'apologie de crimes de guerre, qui sont des infractions pénales. Et là, le parquet ne bouge pas. Il n'y a pas moyen. Il y a des plaintes qui ont été déposées, les parquets ne bougent pas. Ce qui veut dire que, sur injonction de M. Dupond-Moretti, on ne poursuit qu'un côté, de façon arbitraire d'ailleurs. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Que la justice a fait le choix. Le respect de la loi, elle s'en fiche. Il faut réprimer la critique de l'État israélien et surtout ne rien faire concernant les appels excusez-moi, les appels... À la cessation de... Non, de l'autre côté, les appels qui sont autant d'appels à l'extermination, des appels au génocide et de l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Ça veut dire tout simplement que la justice française, sur ordre de M. Dupond-Moretti, soutient bec et ongle un gouvernement étranger. Oui. C'est ce qu'on sait. C'est pas seulement la répression de l'apologie du terrorisme, c'est le refus de la répression de l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par Israël, qui veut que on décide de soutenir ce gouvernement. C'est hallucinant. Que Emmanuel Macron soutienne, comme Joe Biden, ce que fait Netanyahou, je veux bien. C'est une décision politique. Mais que la justice, qui doit être impartiale, le fasse aussi, c'est insupportable. Oui.
Après, on va voir justement les décisions de justice de Mathilde Panot. Est-ce que vous êtes d'accord en tout cas pour mettre en parallèle cette affaire Mathilde Panot, Rima Hassan, et puis plutôt Éric Zemmour sur justement ses prises de parole concernant le rôle du maréchal Pétain? Mais attendez, ce sont des atteintes à la liberté d'expression. C'est un débat historique. Et de la même façon, d'ailleurs, le 7 octobre, ce sera, et c'est devenu un débat historique. Il y a des débats à l'ONU. Il y a la mise en cause de l'histoire des bébés dans les fours. En ce qui concerne les atteintes sexuelles, c'est discuté. Je veux dire, avec des personnes qui sont neutres à l'ONU. Je prends l'exemple de l'ONU. Donc, ce sont des débats normaux. Ça suffit maintenant de passer son temps. Alors, on voit bien les objectifs politiques concernant le 7 octobre, parce que le 7 octobre est la base qui permet de justifier ce qui est en train de se passer à Gaza. Donc, non. Oui, mais ça, pardon, ça, ce sont les objectifs politiques d'Israël. Mais quels sont les objectifs politiques de la France à empêcher un débat sur ce sujet? Mais parce que la France est totalement alignée sur le régime d'extrême droite de Tel Aviv. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on fait? On les arme. Juste un petit exemple. Il y a une unité de l'armée israélienne qui a été sanctionnée par les États-Unis, qui est une unité qui ne comporte que des orthodoxes, que des hommes d'ailleurs, et qui est chargée d'assister les colons en Cisjordanie. 480 tués depuis le 7 octobre en Cisjordanie, c'est un baltrap pour les colons. Eh bien, cette unité a été sanctionnée par les États-Unis. C'est-à-dire que ces dirigeants ne peuvent plus faire un certain nombre de choses. S'ils venaient aux États-Unis, ils seraient poursuivis. Eh bien, désolé, en France, on ne bouge pas là-dessus. Il y a un soutien, mais attendez, c'est pas nouveau. C'est historique, rappelez-vous, les commémorations du Veldiv, mon cher Bibi, et que je t'embrasse, et que je te donne l'accolade. Emmanuel Macron est totalement aligné. C'est un des pays aujourd'hui au monde où le soutien du bloc institutionnel est le plus fort vis-à-vis d'Israël. Aux États-Unis, dans les universités, en Angleterre, en Grande-Bretagne, il y a des débats, il y a des manifestations. En France, c'est très difficile. Oui. C'est très, très difficile. Alors, un petit mot sur Mathilde Panot. Mathilde Panot, elle a l'immunité parlementaire. C'est-à-dire que si elle dit aux policiers, moi, c'est ce que je lui conseillerais, de dire « je ne viendrai pas », à ce moment-là, ils ne peuvent rien faire, si ce n'est qu'ils se tournent vers le procureur. Pas oublier ça, parce que les policiers, ils convoquent, et je le vois bien dans toutes les affaires qui m'ont été soumises, les malheureux policiers, on leur demande de le faire, mais ce sont les magistrats, ce sont les parquets, ce sont les procureurs qui se sont fait des militants de la politique israélienne. Je pèse mes mots en le disant. Et donc, Mathilde Panot a qu'à refuser. À ce moment-là, le parquet devra saisir le bureau de l'Assemblée nationale pour demander la mainlevée de l'immunité de Mathilde Panot. J'aimerais bien qu'il le fasse, parce que là, on pourrait rigoler. Oui, ça fait penser au fameux moment où Jean-Luc Mélenchon disait « ma personne est sacrée ». Alors, Alexandre Langlois, peut-être une réaction avant qu'on parle de Marc Boyer. Sur la censure aussi par rapport à ce qui se passe en France, c'est qu'aussi le pouvoir a peur aussi qu'il y a deux communautés aussi en France. Ceux qui sont pro-palestiniens, ceux qui sont plus pro-Israël. Ils ont décidé de prendre un camp plus qu'un autre et de censurer le deuxième en disant voilà, les ennemis c'est eux. Parce que Emmanuel Macron, depuis le début, il désigne des ennemis à chaque fois pour dire eux c'est les méchants, eux c'est les gentils. Il distribue les bons points, il n'y a pas de possibilité de quelque chose de gris et pourtant l'humanité est plutôt de nuancer en disant il y a des choses d'un côté et de l'autre et qu'au final, est-ce que c'est normal que des humains se fassent tuer par d'autres humains? Non. Et après on cherche les causes. Non, là on cherche pas les causes, il y a les gentils et les méchants. Oui, d'ailleurs c'est bien connu, le monde est fait de gentils et de méchants. Donc voilà, la mise en binaire d'Emmanuel Macron est un peu compliquée, mais en fait ne fait qu'accentuer les frustrations en fait. Parce que les gens qui se sentent, qui ne peuvent pas s'exprimer librement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trouver d'autres moyens d'expression qui seront peut-être plus violents ou qui seront peut-être différents ou plus, je perds mes mots, plus intransigeants. Ce qui veut dire que... Radicaux, voilà, merci, je cherchais plus radicaux dans leurs expressions et dans leurs moyens d'action. Et en fait, après, le gouvernement aura beau jeu de dire « Ah, vous voyez, c'est des radicaux !» En fait, vous les avez empêchés de s'exprimer librement pour un débat éclairé comme ça devrait pouvoir se faire dans une démocratie. Et demain, vous allez jeter encore plus l'opprobre pour justifier la répression. Donc d'abord... Pardon, mais vous avez dit l'opprobre, on dit l'eau propre. L'eau propre, pardon, excusez-moi. L'eau propre, d'abord, on censure, et ensuite la censure, dans un deuxième temps, permettra de justifier une répression plus musclée, parce que les gens se sentiront opprimés.
Alors, je voudrais ajouter, excusez-moi Clément, un tout petit mot là-dessus. Allez-y, on a le temps aujourd'hui. Enfin, je ne devrais même pas vous le dire à vous d'ailleurs. Alexandre a entièrement raison. Ce parti pris pour une des communautés, on a une communauté juive importante et puissante en France, et on a la première communauté musulmane en Europe. Bien, la façon dont, au travers de ce qu'on vient de décrire, on traite la communauté musulmane aujourd'hui est, à mon avis, d'abord, au plan des principes, inacceptable. Deuxièmement, je la considère comme dangereuse. Je la considère comme dangereuse parce qu'il y a une frustration. Si vous voulez, je discute un peu à droite à gauche avec des représentants de cette communauté. Ils sont tous dans les familles, à regarder Al Jazeera, ils voient ce qui se passe là-bas, et ils sont choqués parce qu'on leur renvoie une image, c'est-à-dire vous êtes des Français de seconde zone, quoi. C'est-à-dire que ce que vous pensez, votre religion, etc., tout ça, est totalement, je veux dire, balayé au profit d'un des deux camps. Je crains qu'on aboutisse à des ennuis. Oui, ça revient à ce que disait Alexandre et le risque de radicalisation, c'est certain. Et avec la dernière chose aussi, c'est qu'au lieu d'avoir un discours en se disant ce qui se passe là-bas, au Moyen-Orient, en Ukraine, en Russie, ou ce qu'on veut dans le monde, c'est d'autres parties du monde ne devraient pas concerner le territoire français. Dire vous êtes en France, nous sommes français, et donc nous sommes une communauté nationale, nous allons faire des choses ensemble. Et il y avait quand même des discours plus modérés à l'époque du général de Gaulle, par exemple, qui cherchait justement une solution à deux États, etc. Emmanuel Macron a essayé de revenir dessus il n'y a pas longtemps avec sa déclaration avec l'Égypte et je ne sais plus quel autre pays en disant on va falloir modérer, mais on est encore que dans la déclaration, donc on va pas très loin. Mais il a vu qu'il y avait quand même un problème en France. Il dit souvent à l'étranger ce qu'il n'applique pas en France. Voilà. Mais du coup, voilà, déjà au lieu de se dire on va défendre une communauté plutôt qu'une autre parce qu'il y a des problèmes internationaux, de se dire il y a des problèmes internationaux et on va plutôt essayer de souder la communauté française à trouver quelque chose de nuancé, ce qui n'est absolument pas fait. Il divise la société française aussi. Oui. Mais on voit bien quand même que de l'autre côté, alors peut-être vous allez me dire que c'est ces éléments de radicalisation, mais je ne crois pas. Je crois que ce sont des éléments actifs. Là, on a des conférences à Sciences Po qui sont empêchées par des étudiants pro-palestiniens ou des activistes pro-palestiniens, je ne sais pas trop, et qui parfois on voit aussi des amphithéâtres entiers qui vont dégager un étudiant qui défendrait le gouvernement Netanyahou. Donc on voit aussi dans l'autre sens évidemment des excès et certaines personnes qui empêchent les autres de s'exprimer. C'est ce qu'on revient au point initial en fait. Tout le monde est content de censurer celui qui ne pense pas comme lui plutôt que de se dire plutôt que de censurer son voisin, ceux qui censurent un côté et ceux qui censurent d'autres, je leur propose moi qu'ils aillent au contraire faire leur débat ensemble. Ce sera très intéressant je pense, sans doute un peu électrique, mais au moins les gens à la fin retireront quelque chose plutôt que de se dire plus personne n'a parlé. Sinon les gens se diront tiens effectivement j'avais pas pensé à tel argument pour ce côté-là, tel argument de ce côté-là. Parce que chacun envoie toujours les horreurs de l'autre. Évidemment tout le monde, je veux dire, par exemple sur le conflit israélo-palestinien, chacun fait des horreurs. Donc il est facile d'envoyer vous avez vu tout ce qu'ils ont fait. Maintenant qu'est-ce qu'on fait plutôt qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'on fait demain pour plus que ça arrive. Et là, personne n'a la réponse à part à dire tais-toi, ce qui ne va pas très loin à part engendrer plus de violence. Alors on continue et finalement tout ça est lié. L'affaire Marc Doyer. Marc Doyer, je pense que beaucoup ici vous le connaissez, on l'a reçu il y a peu de temps, d'ailleurs je vais vous passer un extrait de son passage. Marc Doyer qui a perdu sa femme et des suites graves de la vaccination. Marc Doyer a laissé un message à Emmanuel Macron. Alors, on n'a pas encore le contenu exact du message, mais en tout cas, Marc Doyer a sa version. Et pour ce message, il a été perquisitionné puis mis en garde à vue le 18 avril, donc récemment, après une plainte déposée directement par Emmanuel Macron. Cette interpellation arrivait 11 jours après le message au président Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter 2 extraits justement où il raconte un peu la scène de cette perquisition à notre antenne. Écoutez ça. En fait, ils se sont introduits par la fenêtre du salon, la même où quelques mois auparavant, Morissette était dans un lit médicalisé. Donc il y avait un pot de fleurs par terre avec de la terre partout. Et au départ, moi, j'ai cru à une agression, en fait, parce que je reçois moi-même... par la fenêtre ? Non, ils sont rentrés par la porte. Non, pas du tout. Ils ont poussé violemment une porte-fenêtre qui était restée ouverte sur la terrasse. Et là, j'ai entendu un vacarme pas possible. Alors forcément, il y a un pot de fleurs est tombé par terre, il y avait de la terre partout. Les chiens, chez moi, se sont mis à aboyer. Et surtout, j'ai entendu des gens qui parlaient fort et j'ai cru reconnaître la voix de mon fils. Oui. Et je croyais qu'en fait, on était agressés. Et c'est ce que j'ai expliqué ensuite aux enquêteurs, c'est que forcément, moi je suis chasseur, donc à la maison, il y a des armes.
Et j'ai pris peur et ça aurait pu il aurait pu avoir un drame parce qu'en fait, j'ai réellement pensé être en situation de légitime défense face à des agresseurs inconnus. J'ai absolument pas entendu dans un premier temps d'ailleurs les annonces de la police qui criaient police. Ensuite d'ailleurs les enquêteurs sur place l'ont reconnu même en disant oui c'est vrai le matin parfois les gens comprennent pas bien ce qui se passe. Bah oui mais sauf que là les conséquences auraient pu que au mieux à quelle heure le matin? Quelle heure il était pardon c'est ça? Oui. Il était à peine 6 heures. Il y avait quelqu'un d'ailleurs chez moi qui dormait dans une autre chambre qui va témoigner dans quelques jours, qui a été extrêmement choqué par ce qui s'est passé, parce que en fait, ils auraient pu tout simplement frapper à la porte ou me convoquer. Voilà, on va écouter le deuxième extrait. Je précise que le message laissé par Marc Doyer à Emmanuel Macron, donc, qui est considéré comme une menace grave à l'intégrité du président de la République. En fait, la menace grave repose sur une blague qu'il fait à la fin du message sur un uppercut de Vladimir Poutine si jamais ils allaient sur le ring ensemble. Elle lui dit vous ne feriez pas long feu. Parce qu'il lui dit occupez-vous d'abord des personnes, des effets indésirables du vaccin, plutôt que vous vous occupez de faire la guerre en Ukraine, parce que face à Vladimir Poutine, vous ne feriez pas long feu. Mais c'était voilà, et ça a été, ils l'ont interprété comme une menace grave et dangereuse qui méritait cette plainte et cette perquisition. On va écouter juste rapidement donc la décision de porter plainte de Marc Doyer, et ensuite on réagit. Oui. C'est-à-dire que moi, quand même, des gens en armes sont rentrés chez moi. Pour un motif qui n'était pas justifié, puisque le parquet, et c'est extrêmement rare, a décidé de classer sans suite dans les quelques heures qui ont suivi. Et classer sans suite pour absence totale d'éléments. Donc c'est même pas insuffisance d'éléments, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc ça veut dire qu'on était mercredi matin. Normalement, le mardi soir, je prends ma petite fille avec moi, elle a 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui serait passé mercredi dernier si j'avais eu ma petite fille avec moi? Vous vous rendez compte des conséquences? Donc là, maintenant, j'ai une colère froide. Je vais demander des comptes aux responsables. Voilà, le responsable qui est Emmanuel Macron. Donc, a priori, une plainte à suivre du côté de Marc Doyer. Alors là, il y a 2 volets. Il y a le volet perquisition, réaction de la police. En plus, avec ce temps de latence, intéressant. Comment on peut... Est-ce que c'est possible de réagir 11 jours après? Visiblement, d'après quelques commentaires qu'on a pu lire, c'est pas franchement normal. Et ça pourrait être aussi un délai de... c'est ce que certains suggèrent, qui aurait pu servir à trouver des magistrats qui acceptent d'être justement de remplir cette mission alors que d'autres, cette arrestation arbitraire alors que d'autres refuseraient, je ne sais pas, c'est la question que je vais poser à Alexandre Langlois. Et puis de l'autre côté, évidemment, cette plainte du président de la République qui a été levée immédiatement, donc qui est également intéressant, qui ne doit pas arriver souvent. Et là, je vais me tourner du côté de Régis de Castelnau. On va commencer par le côté policier, Alexandre Langlois. Déjà, donc il y a plusieurs cadres d'enquête pour intervenir chez les gens. Soit c'est du flagrant délit dans les 24 heures, ce qui veut dire que là, si la menace était grave et imminente, c'est ce qui aurait dû être le cas. Si on imagine que Marc Doyer va assassiner le président, est une menace pour son intégrité physique, on n'attend pas 11 jours, on y va tout de suite et ça s'appelle du flagrant délit. Ça n'a pas été fait. Donc deuxième option, effectivement, il n'y avait pas grand monde qui voulait se mouiller. Et puis a priori, le cadre juridique... c'est plus du flagrant délit. Non, c'est plus du flagrant délit. Donc on arrive en enquête préliminaire. Enquête préliminaire, ça fera plaisir à Régis, je te laisserai réagir sur ça, mais ça veut dire qu'il y a forcément un procureur qui a signé le papier pour donner l'ordre à la police d'y aller. Parce que c'est une intervention judiciaire. Et donc, du coup, la police agit sur ordre du parquet. Voilà. Le parquet, je rappelle... On voit tout de suite le politique prendre le pas. Politique prend le pas. Je rappelle 2 choses sur le parquet. Que Emmanuel Macron, à l'époque où Mme Belloubet était garde des Sceaux, avait dit le parquet est aux ordres du pouvoir exécutif. Voilà. Et je rappelle qu'une décision de la CEDH de 2010 avait dit la France a un problème dans son système judiciaire parce que le parquet est aux ordres du pouvoir politique. J'apprenais ça dans mes cours de droit il y a déjà quelques années. Et donc, du coup, la France n'a bien sûr pas fait grand-chose. Enfin, Régis pourra peut-être me contredire sur ça, j'ai pas les derniers détails, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait grand-chose pour changer ces statuts du procureur et du parquet. Donc, résultat des courses, c'est-à-dire 11 jours après, on va le chercher. C'est-à-dire que là, on imagine qu'il y a quand même une sacrée menace, parce que quand quelqu'un, normalement la procédure habituelle, on est convoqué au commissariat pour
un courrier. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont menacés de mort par courrier, etc. En général, même, ils sont juste convoqués dans un premier temps. Donc là, c'est pas le cas. On va le chercher à 6 heures du matin. C'est-à-dire qu'on n'a même pas attendu. On est rentré de façon brutale. Oui, une dizaine de policiers. Hein. C'est pas voilà. Après, des chiens. Si on imagine qu'il était vraiment dangereux, c'est ce qu'il aurait fallu faire un jour plus tôt. Voilà. Deuxième chose. Et puis, ils rentrent pas par la porte. Ils rentrent pas par la porte. Donc ça, en plus, ils auraient pu essayer de toquer à la porte. Bon, peut-être qu'ils disaient cet individu est très dangereux, faut qu'on se méfie. Bon, on voit très bien. A priori, les notifications, enfin pour dire qu'on dit police, ça n'a pas été fait, ce qui aurait pu effectivement aboutir à un drame. Et après, aller expliquer quand quelqu'un est mort, qu'il a pour sa parole, c'est très compliqué. Donc il y a tout ce cadre qui fait que c'est compliqué. Derrière, donc en plus, c'était vide, comme souvent dans les procédures politiques sous Emmanuel Macron, donc relâché pour manque de preuves, mais absence de preuves et absence de fautes. Avec quelque chose, par contre, qui Mais là, c'est quand même hyper intéressant du côté judiciaire. C'est un pied de nez quand même à Emmanuel Macron. Enfin, ça, on va se tourner du côté de... ça, Régis se redonnera plus. Mais du coup, ce qui veut dire que, bon, peut-être que les magistrats ont été forcés de le faire et derrière, ils se sont dit, bon, bah voilà, on a fait ce qu'on avait à faire, on a obéi aux ordres. Maintenant, on aura peut-être notre promotion comme on a attendu et puis maintenant, on va passer à la suite. Voilà, parce que, bon, petit aparté... Ça, mais ils auraient pu, pour avoir leur promotion, on continue dans essayer de trouver un petit truc parce que là, franchement, ça fait un peu ridicule, non? Après, le truc, c'est que les policiers, ça dépend aussi comment ils ont amené. Ils amènent le dossier, ils disent voilà, il n'y a rien. Là, du coup, le procureur, il a beau broder dans tous les sens. Si les policiers lui amènent, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que le policier, lui, à la base, il n'est pas dans un rôle politique. On lui dit d'y aller, il y va. Il trouve rien, il ramène. Il dit j'ai rien trouvé. Bon, du coup, là, c'est difficile de bricoler sur rien. Donc, sur des suppositions, voilà. Mais là, donc, derrière, là, peut-être ils ont tout simplement été pris et point liés par le fait qu'il y avait justement rien. Parce que les mais policiers... alors, s'ils étaient pieds et mains liés, pourquoi sont-ils passés par la fenêtre et ont-ils intervenu? Ça, ils avaient le choix, ça, quand même. Les policiers, oui. Mais alors après, ça dépend comment on leur présente la personne. La plupart des policiers, peut-être, ne connaissaient pas Marc Doyer. On leur dit attention, c'est un dangereux, il peut être armé, il est chasseur, méfiez-vous, il a menacé le président, et on leur donne juste des éléments de contexte pour les chauffer et leur dire c'est un personnage dangereux. Là, ils arrivent à 12. À 12, vous allez, après un briefing comme ça, vous y allez, vous méfiez, ce qui est assez justifié. Donc je n'étais pas au briefing, donc je ne sais pas ce qu'on leur a dit. D'accord, non, mais c'est bien que vous me expliquiez. Voilà, donc si on leur avait dit au briefing, c'est quelqu'un qui se bat pour avoir la vérité sur ce qui les effets secondaires, parce que sa femme est morte. L'intervention aurait été de toquer à la porte, comme dans un cadre préliminaire habituel. Donc ça dépend comment la présentation a été faite. Et pour arriver à quelque chose, je pense que la présentation a été faite pour chauffer les effectifs. Et surtout, on leur dit méfiez-vous, brutalité, etc. Parce que l'autre peut riposter. Donc ça, c'est le point. Ensuite, Marc Doyer a dit les policiers ont été professionnels. Il les a remerciés pour leur professionnalisme dans une vidéo qu'il a publiée. Et en fait, j'ai envie de dire, ça c'est gentil, c'est un mot gentil pour les policiers, mais en fait, il aurait pu dire ils sont gentils, ils sont empathiques, mais ils sont pas professionnels parce qu'il n'y avait pas de motif à y aller en fait, ou d'intervenir comme ça. Donc malheureusement, oui, mais ils ont été contraints. On est toujours pareil, c'est qu'on est contraint, oui et non. C'est qu'on peut se dire là, ça c'est un ordre manifestement illégal. Oui, mais ils n'ont pas forcément tous les éléments. Toutes les données, on est d'accord. Si on leur dit il est dangereux, c'est vous-même qui venez de le le dire. Je viens de le dire, mais du coup, ce qui veut dire, c'est que c'est pas par professionnalisme. À ce moment-là, ils n'ont pas été professionnels, ils ont agi par manque d'information, ils ont agi, eux, ils ont été gentils, empathiques, etc. Le professionnalisme a été, s'ils avaient toutes les cartes en main, ils auraient pu être professionnels et agir professionnels. Alors visiblement, pour remettre, Marc Doyer raconte d'ailleurs dans la fin de cette interview qu'on a menée ici, que une fois que tout s'est passé, qu'ils ont pu s'expliquer, les policiers étaient plutôt désolés. Et d'ailleurs, certains sont allés le voir pour lui dire que même il le comprenait dans son combat. Donc ça, c'est non, mais ça c'est bien, mais ça c'est des interventions humaines, etc. Donc voilà, mais là c'est une fois de plus, comme dirait Régis, il y a la loi et après le comportement humain. Donc heureusement que le comportement se rapproche plus de ce que devrait être la loi et ce qu'aurait dû être la loi. Mais voilà, donc en fait sur ça, pour le moment, je veux dire au niveau de toute cette procédure complètement unique, montée de toutes pièces, et met en porte-à-faux la police au final, parce que les effectifs de police, voilà, et ça m'étonne pas, ils sont en porte-à-faux, ils se sentent mal après pour ce qu'ils ont fait. Bien sûr, je pense que c'est ça le cas. Et comme dit Marc Doyer, si ma petite fille avait été là, qu'est-ce qui se serait passé? Dans une perquisition, c'est pas très propre. Et pourtant, le système de perquisition peut être utile quand on va chercher un trafiquant de drogue, ou pour trouver d'armes, pour trouver les preuves en flagrant délit. Mais encore, faut-il détourner la mission? Et en fait, derrière le message qui est passé, quoi qu'il arrive, Macron a fait passer son message, parce que même s'il est désavoué par la justice derrière, le message est passé. Il a fait peur. Le prochain qui veut parler, réfléchissez à ce que vous dites, vous allez vous auto-censurer. Parce que est-ce que vous voulez qu'on vienne chez vous à 6h du matin? On va peut-être rien trouver. Mais on va le faire. On va sûrement rien trouver. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est un petit peu ce qu'ils avaient fait sur les manifestations. On nasse les gens, on interpelle 200 personnes, puis on relâche tout le monde. On fait peur. Sachant qu'une garde à vue, pour beaucoup, c'est un traumatisme. Déjà, une perquisition, il y en a qui disent qu'ils vivent ça comme un viol. Et je suis désolée d'utiliser des termes comme ça, mais c'est vrai. On rentre chez vous à 6h du matin, on casse des choses. Et une garde à vue, il faut être prêt.
mentalement. Il faut être prêt. Et puis après, on n'est pas à la garde à vue. La plupart des commissariats, on est avec le tout venant. Donc, on va se retrouver avec des gens qui n'ont rien fait, des gens qui sont un peu moins bien, des gens avinés. Enfin, je veux dire, le confort n'est pas là. Voilà. Donc, il y a tout ça à vivre. Et puis, pendant ce temps-là, on est privé de notre liberté pour des choses qu'on n'a pas commis. Et l'État ne nous rendra jamais ça, ne nous indemnisera jamais. Et même, par exemple, pour son pot de fleurs, je pense qu'il peut pleurer très fort pour avoir la moindre indemnité. Si, avec le pot de fleurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est que il y a des interventions où on casse tout. Bon, bah, des fois, c'est pas justifié. Derrière, bah, c'est débrouillez-vous. C'est-à-dire que même ça, je veux dire, ils auraient pu vider tout l'appart en disant voilà, le prochain qui fait ça, on saccage toute sa maison. De toute façon, on sait bien que c'est le pot de fer contre le pot de terre. Donc c'est compliqué. Régis. Alors, je voudrais faire une première observation pour liquider mon désaccord avec Alexandre concernant la hiérarchie, soumission hiérarchique du parquet au pouvoir exécutif. Je suis pour, c'est-à-dire que l'autorité de poursuite, elle est liée à un pouvoir qui a la légitimité démocratique. La légitimité démocratique d'Emmanuel Macron, bon, c'est un autre débat. Bien, donc la décision de la CEDH... Si la démocratie marcherait, vous seriez... Juste pour faire réagir Régis, que le livre de M. Molins, qui est au nom du peuple français, il aurait dû l'appeler au nom du gouvernement français ou de la Macronie. Mais ça, voilà. Je suis bien d'accord. Donc en fait, le parquet ne poursuit plus au nom du peuple, il poursuit au nom du pouvoir. Ce qu'a dit la CEDH, a dit il y a une autorité judiciaire en France, et cette autorité judiciaire, une partie de celle-ci, est soumise au contrôle hiérarchique du gouvernement. Et ça, c'est pas possible. Or, le problème, c'est que les parquetiers, qui sont des employés du gouvernement, et je suis pour cette formule, sont des magistrats. Hein, et ils deviennent du siège au parquet, etc. Et c'est cette confusion qui n'est pas normale. Il faut leur retirer le statut de magistrat, en faire des fonctionnaires du gouvernement, des autorités de poursuite, ils poursuivent, et par conséquent, on a une justice qui, elle, est normalement indépendante, mais qui ne comporte pas comme magistrat des parquetiers. Alors, juste Régis, je t'interromps parce que je vais demander à Clémence qu'elle nous fasse un jour ce débat. Moi, je serais pour que les procureurs soient élus, pour que ce soit réellement au nom du peuple français. Voilà. On avait déjà commencé, mais il faudra qu'un jour qu'on fasse le débat. Voilà. Oui, alors vraiment une autre heure, parce qu'on va encore déborder. Le système français est un des seuls comme ça en Europe. Et pourquoi est-ce que les parquetiers sont des magistrats? C'est Napoléon qui l'a voulu, en disant on va leur donner le statut de magistrat alors qu'ils sont autorités de poursuite. Ils n'ont pas à être impartiaux, hein, comme les juges du siège. Et il a dit, comme ça surveillera les juges du siège pour qu'ils soient soumis eux aussi au gouvernement. Bon, toujours est-il que, Alexandre, c'est pas parce qu'il y a cette situation hiérarchique que les parquets font du zèle. Non, les parquets font du zèle, les magistrats du parquet font du zèle, comme les magistrats du siège d'ailleurs, parce qu'ils sont au service de Macron. Ils sont politiquement macronistes. De leur idéologie, oui. J'ai écrit 600 pages sur ce thème, hein, donc c'est une justice politique. Et je dois dire, alors là on redevient d'accord, que le parquet s'est pas aperçu après coup qu'il n'y avait rien dans ce dossier. Il le savait dès le départ. Et Emmanuel Macron, quand il a fait déposer sa plainte, que des membres de son cabinet ont dû s'en occuper, savait très bien que ça ne déboucherait judiciairement sur rien. Mais simplement, il faut intimider, il faut faire peur. Donc, toutes les procédures dont on a parlé pour apologie du terrorisme, certaines n'iront nulle part. Il est clair que je pense que celle concernant Mathilde Panot n'ira nulle part, mais on veut intimider, on veut mettre une pression. Emmanuel Macron, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ses prédécesseurs avaient été, depuis assez longtemps, assez soucieux qu'il n'y ait pas de procédure pour outrage au chef de l'État, qu'il n'y ait pas d'intervention judiciaire concernant les attaques dont il pouvait être l'objet. Je parle bien des attaques verbales, hein, des attaques au niveau de l'expression, pas des attaques physiques. Hein, la personne qui avait tiré sur Jacques Chirac, il a été condamné, ça c'était la moindre des choses. Mais lui, depuis qu'il est arrivé, Macron, il y a une répression. Son narcissisme, son obsession pour son image l'amène à multiplier les procédures de ce type qui étaient devenues pour certaines obsolètes. Alors, puisqu'on a parlé de la CEDH, je rappelle que l'histoire du casse-toi pauvre con, c'était pas Sarkozy qui avait demandé qu'on fasse une procédure contre quelqu'un, c'était un parquetier zélé
On a été condamné par la CEDH pour avoir condamné un particulier qui avait dit au passage de Sarkozy «Casse-toi, pauvre con». Non, Emmanuel Macron est, de ce point de vue, un président régressif. C'est-à-dire que la liberté d'expression, il a horreur de ça. Et par conséquent, les démarches de Marc Doyer, il fallait l'intimider, il fallait le réprimer juste une question brutalement. sur le dossier Marc Doyer, sur la fin du dossier, finalement. Comment vous expliquez que dans ce cas-là, ces magistrats n'aient pas retenu, il n'y a pas un petit élément à retenir là, c'est absence totale d'éléments. Normalement, on peut toujours dire, je sais pas, on peut retenir quelque chose assez facilement, non? Non, parce que je crois que c'était prévu au départ. Ils veulent éviter l'effet Streisand aussi. Vous imaginez, encore que ça les gêne pas trop. Je parle des magistrats du siège, quand ils ont condamné le secrétaire de l'union départementale CGT du Nord, qui est une union départementale importante, à 1 an de prison avec sursis pour une histoire d'apologie du terrorisme parce qu'il avait pris des positions telles qu'on les a décrites tout à l'heure. Ils ont pas peur. Non, je pense que dès le départ, ce qui était envisagé contre Marc Doyer, bon, c'est mon opinion, mais dès le départ, il savait très bien que cette procédure ne serait pas menée au bout. Mais il fallait intimider, il fallait brutaliser. Parce que vous avez raison, Clémence. C'est difficile, c'est très violent une perquisition. On rentre chez vous, on casse les portes, on casse les pots de fleurs et c'est votre intimité. On ouvre les tiroirs, on balance tout. Vous savez, quand vous n'avez plus le droit de prendre votre téléphone, vous n'avez plus le droit de réagir, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un. Vous n'êtes plus un citoyen normal et on vient chez vous. Vous perdez vos droits. Vous êtes dans votre nid à vous et on vient et ils ont tous les droits, ceux qui viennent. C'est très, très violent. Donc, l'objectif de cette histoire était bien évidemment d'intimider. Ils ne supportent pas. Regardez ce qui est arrivé à l'afficheur du Sud, là, qui s'appelle Flory. Ils ont multiplié les procédures au départ et tout, jusqu'à ce que, enfin, il se sont trouvés quelques magistrats ayant une conscience et qui ont refusé la répression. Et aujourd'hui, alors parce que c'est aussi contradictoire, ça peut déboucher sur justement l'effet contraire. Avec Doyer, ça a été un tollé. Ça a été un tollé contre ce qui lui a été imposé. L'afficheur Flory, aujourd'hui, alors là, il se déchaîne. Je veux dire, tous les jours, il change les affiches, il met en cause le couple présidentiel en permanence. Je ne suis pas toujours heureux, d'ailleurs, la façon dont il le fait. Mais il y a autour de la personne d'Emmanuel Macron, il y a aussi une bataille. Vivement que son mandat se termine et qu'on se soit débarrassé de cet épisode. Oui, enfin, le mandat va se terminer, mais peut-être pas ce qu'il y a derrière. Mais, et juste pour conclure, parce que du coup, Marc Doyer a rebondi en disant qu'il allait porter plainte. Mais alors, ce problème, porter plainte contre le président de la République, on sait que ça va aller nulle part parce qu'il a une immunité totale tant qu'il est en poste. Voilà, donc c'est ça aussi, c'est le pot de fer contre le pot de terre. En plus, lui, il peut se paraître tous les artifices juridiques, mais lui est immunisé à tout. Il a la carte Joker. Une réaction, Régis, avant qu'on ne parle de François Fillon, justement? Non, je pense que la plainte de Marc Doyer, elle est sur les mesures qui ont été prises. Et il a un très bon argument, qui est de dire qu'il n'y a aucune adéquation entre ce qui m'a été infligé et la procédure elle-même. Ce qui veut dire que les actes deviennent juridiquement disqualifiés. C'est-à-dire que si cette perquisition était tout à fait inutile, et elle l'était, on peut se retrouver avec une violation de domicile. On peut se retrouver, s'il a été emmené en garde à vue, il y a une séquestration arbitraire. Donc, bon, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas lâcher le morceau, mais il ne faut pas rêver. Je pense que ça n'ira nulle part non plus. Bon, alors, en parlant de nulle part ou d'aller quelque part en termes de procès, évidemment, l'affaire François Fillon, l'emblématique affaire François Fillon, qui est le point de départ de votre livre, Régis. La Cour de cassation a donc confirmé hier la culpabilité de François Fillon et de sa femme Pénélope et de son ex-suppléant Marc Joulan dans cette affaire des emplois fictifs. Alors, elle ne confirme ni la peine prononcée par la Cour d'appel contre François Fillon, ni les dommages et intérêts. Donc, ils seront rejugés. Alors ça, je ne sais pas si c'est habituel pour ce qui est de la peine. Écrit la Cour de cassation dans son communiqué. Donc, un nouveau procès pour ce volet-là aura lieu dans les prochains mois devant la Cour d'appel de Paris. Mais pour ce qui est
de la culpabilité. Si je ne me trompe pas, vous allez me dire si j'ai bien compris. Eh bien, il y a confirmation de la Cour de cassation. Régis, évidemment, en premier sur ce sujet. Alors, c'est bien évidemment une décision politique. Alors, techniquement, il y a une cassation partielle, c'est-à-dire que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris dit « Monsieur Fillon et les autres sont coupables, et donc on les condamne à temps ». La Cour de cassation dit la décision de culpabilité est valable. Au plan, c'est un contrôle formel, hein, c'est pas le contrôle de fond, c'est un contrôle formel. Elle est valable, donc on la considère comme définitive. Ensuite, les peines qui leur ont été infligées l'ont été de façon insuffisamment motivée. C'est-à-dire que c'est le principe de la personnalisation des peines. Donc, quand vous dites « je le condamne à temps », vous devez dire pourquoi vous le condamnez à temps. Je le condamne à 1 an ou à 2 ans ou à 5 ans, c'est pas la même chose. Donc, il faut le motiver. Donc, la Cour de cassation ne dit pas, se prononce pas sur ce qu'auraient dû être les motivations, mais elle dit il n'y en avait pas. Par conséquent, vous êtes coupable, mais on va vous rejuger pour dire quel sera le quantum de la peine. Bon, voilà, ça c'est l'aspect juridique. Mais alors, il est coupable de quoi, là, à ce niveau-là? Parce que ça se trouve... j'y viens. Donc, c'est-à-dire que, en fait, c'est les dernières péripéties du coup d'État de 2017. C'est-à-dire que la justice qui a donné finalement tout son apport judiciaire à l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Avant, il y avait eu toute une organisation par la haute fonction publique, il y a eu toute une organisation médiatique, il y a eu une organisation américaine, on en a parlé récemment aussi. Voilà, il y a eu une organisation financière avec les grands intérêts, avec Rothschild, etc., avec McKinsey aussi. Donc, tout ça a pu se faire au final parce que la justice a disqualifié François Fillon et a lancé une procédure, la procédure la plus rapide de l'histoire de la justice française pour permettre à Emmanuel Macron d'être au 2e tour du scrutin de 2017 contre Marine Le Pen. C'est ça l'histoire. Donc aujourd'hui, la Cour de cassation aurait pu casser l'arrêt. Il y avait des motifs, à mon avis, et renvoyer à nouveau le jugement. Mais elle veut en finir, la Cour de cassation, qui s'est engagée à l'époque, qui en 2017, le premier président de la Cour de cassation, le procureur général, avait fait un communiqué, etc., ont soutenu toute cette espèce de dévoiement dont je parle dans mon bouquin, qui a permis de faire cette procédure en pleine campagne électorale. Donc, c'est une péripétie, je dirais, et par conséquent, ça montre bien que la Cour de cassation souhaite qu'on en termine. Elle sait très bien ce qui s'est passé. Concernant la peine, je dis peut-être que c'est quand même assez lourd ce qui lui a été infligé. Moi, j'ai aucune considération particulière pour François Fillon. Je n'aurais jamais voté pour lui de toute façon. Mais il a été un petit peu l'instrument, lui aussi, de l'avènement d'Emmanuel Macron, l'avènement voulu par la magistrature. Il ne s'est pas très bien défendu non plus, il faut dire. Hein, mais... Oui, non, mais il s'est défendu comme un manche, faut être sérieux. Hein, il a été, mais de ce point de vue-là. Mais ça aussi, c'est très caractéristique de la méconnaissance des politiques, de la façon dont fonctionne la justice. Donc, et les avocats. Il a des reproches qui lui ont été faits étaient fondés. Était-il juridiquement qualifiable comme ceci, cela, ça c'est une autre histoire. J'invite à la lecture de mon bouquin, mais clairement, on veut en finir. Il est aujourd'hui disqualifié au plan politique, c'est fini, il n'a plus de carrière, il n'a plus rien à envisager, François Fillon, et par conséquent, on veut en terminer. Oui, mais justement, il n'y a plus de carrière, il n'y a plus rien, l'eau a coulé sous les ponts, on pourrait se dire, allez, on ne va pas aller jusqu'à le mettre en prison quand même, on va lui épargner ça. Je pense que c'est ça, vous avez raison Clémence, je pense que peut-être, hein, c'est-à-dire que on le déclare coupable. On ne pouvait pas ne pas le déclarer coupable, parce que ça voudrait dire que ce qui a été fait en 2017 était une forfaiture, donc on le condamne. Mais la peine sera amoindrie. La peine, on va essayer de trouver le moyen de pas trop en faire. Oui, c'est ça. En fait, on ne peut pas revenir
sur cette peine, parce que ce serait dire tout ce qu'on a fait depuis le début, c'était infondé, et d'ailleurs l'élection d'Emmanuel Macron serait infondée, donc ce serait trop énorme. En revanche, vous êtes coupable, mais on s'arrangera, vous inquiétez pas, vous n'irez pas trop longtemps en prison. Écoutez, Clémence, moi je lis sur les réseaux, je lis les articles, il y a plus grand monde, en dehors du bloc Renaissance, il y a plus grand monde qui conteste le fait que Emmanuel Macron a été porté au pouvoir par la justice. Hein, alors chez les LR, n'en parlons pas. Donc à l'époque, ils l'ont défendu mollement, hein, Fillon, mais ça... Alors, Alexandre Langlois. C'est juste un petit point, c'est que François Fillon s'est aussi un peu enterré lui-même, parce que sur sa campagne, il avait dit je lave plus blanc que blanc. Et du coup, il s'est pris une affaire. Je veux dire, il y avait Sarkozy en face de lui et d'autres qui n'ont jamais dit qu'il avait plus blanc que blanc, à part dire c'est une indignité, le fameux de Sarkozy. Mais je veux dire, il n'a jamais dit je lave plus blanc que blanc. Il n'a pas plus été embêté que ça. Je veux dire, il est encore dans des affaires, mais ça le fait plus marrer qu'autre chose. Et ça l'aurait pas empêché son élection. Donc ça montre aussi que malheureusement, quand on veut laver plus blanc que blanc, il faut voir derrière être vraiment, vraiment plus blanc que blanc, parce qu'on va nous chercher des poux pour tout et n'importe quoi. Et en politique, c'est assez facile. Voilà, c'était juste le petit point. Et après, est-ce qu'il est vraiment fini en politique quand on voit que Cahuzac est capable de revenir après ce qu'il a fait? Valls, Valls, il est jamais parti, il se raccroche à tout ce qu'il peut. Mais voilà. Le passage de Cahuzac a été fulgurant, on l'a plus jamais revu. Après, il est revenu, il a pointé son nez à la fenêtre et on l'a pas revu. Alors, juste une question que je me posais pendant que vous parliez, Régis, c'est que vous plaidez encore, j'imagine, vous, non? Non, moi je suis avocat honoraire et par conséquent honorable, ma chère Clémence. Non, je travaille encore, le cabinet est dirigé par mon épouse, je continue à lui donner un coup de main sur un certain nombre de choses techniquement, et puis bon, je m'exprime, je travaille, j'écris des livres, j'écris des articles. Non mais ça, on sait que vous travaillez, non mais je ne vérifie pas votre emploi du temps. Si je n'exerce plus, je ne porte plus la robe. Parce que je me demandais comment vous faisiez aujourd'hui si vous plaidiez pour défendre vos clients, pour justement, vous qui parlez de cette magistrature qui peut être orientée idéologiquement, elle doit certainement connaître votre livre et certainement vous détester. Donc aujourd'hui, vous prendre comme avocat n'est pas forcément une bonne solution. Je vais vous donner, vous pointez quelque chose de tout à fait réel. Le statut de entre guillemets retraité, présente des avantages. J'en discutais avec Emmanuel Todd. On est très libre. J'ai plus de devoir de réserve, moi. J'avais, je trouve ça. Le devoir de réserve est quelque chose de légitime, n'est-ce pas, Alexandre, dans la police? Je trouve ça. Voilà. Ça dépend à quel point il est. Il n'est pas dans la loi. Je rappelle qu'il n'y a pas de devoir de réserve dans la loi de 83 sur le statut de la fonction publique, et que ça a été rajouté après pour museler les fonctionnaires qui critiquent leur hiérarchie. Donc, mais ça, c'est la façon dont on l'applique. Mais dans le principe, dans un système hiérarchique, que les militaires ne viennent pas dire les ordres qui m'ont été donnés par le chef de l'État sont ineptes, je trouve ça assez normal. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, donc, je n'ai plus ce devoir de réserve, et c'est vrai que les magistrats j'imagine, j'y ai des amis. Ne vous portent pas forcément tous dans votre cœur, dans leur cœur. Non, ils me portent pas dans leur cœur, et ce d'autant que je ne me gêne pas. Juste une petite anecdote. Oui. Quand je fais des interventions, par exemple, sur le réseau Twitter, où je viens dénoncer ce qui est arrivé à Mathilde Panot, d'autres, à Rima Hassan avant, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête. À ce moment-là, je mets à la fin, je tague le syndicat de la magistrature et l'Union syndicale des magistrats, qui sont les deux organisations, 25% des voix pour l'un, 60% pour l'autre, donc c'est assez hégémonique. Eh bien, j'ai été bloqué par l'Union syndicale des magistrats. Ils en ont marre que je passe mon temps à les interpeller. La stratégie contre moi, oui, c'est bien contre moi, elle est plutôt de refuser le débat. Parce que, bon, il y a un problème. Moi, on parle souvent de mon bouquin. Il fait 600 pages, il est charpenté, il est argumenté. Si on veut débattre, il faut travailler un peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont, bien évidemment, qui peuvent être débattues, mais pour les réfuter, c'est déjà un peu plus difficile. Donc, refus de répondre. Refus de répondre.
Donc voilà. Non, refus de débattre avec moi. On revient, la boucle est bouclée. Ce qui ne me gêne pas. Franchement, ce qui ne me gêne pas, parce que bon, ça ne m'empêche pas de recevoir des messages privés, ça ne m'empêche pas d'avoir des contacts avec des gens qui me disent mais vous avez raison, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, etc. Oui, ça c'est clair. Et juste, Clémence, il faudra aussi organiser un petit débat sur le devoir de réserve, parce que je ne suis pas d'accord avec Régis. Moi, je trouve qu'il faudrait l'abroger. Autant le secret professionnel, le devoir d'en connaître, etc., pas de problème. Le devoir de réserve, beaucoup moins. Voilà, mais en fait, je vous ai réservé 1 heure, mais il vous faudrait une journée pour pouvoir voir. Bon, alors, on va quand même... on a dépassé déjà l'heure, mais je voulais quand même qu'on parle des JO. Le Canard enchaîné hier a sorti ce titre merveilleux: Paris surveillé, Paris quadrillé, Paris fiché, mais Paris olympique. Voilà, le Canard qui révèle qu'en cas de non-conformité avec les fichiers de la police, les riverains de Paris, donc pendant ces JO 2024, ne pourront plus rentrer chez eux. Ils seront 20 000 à être contrôlés. Un gros fichage XXL, hein, c'est ce qu'écrit le Canard enchaîné, concernerait environ 1 million de personnes dès 13 ans. Et en cas de non-conformité, les riverains donc, ne pourront pas rentrer chez eux. Voilà ce qui est écrit dans le Canard enchaîné. Ça correspond à peu près à ce qu'on avait commencé à voir et à réfléchir ensemble avec ce QR code. C'est ça, je veux dire, ça fait que la suite logique de quelque chose. Quand on prend une mesure aberrante, on arrive à des conclusions aberrantes. Oui. Donc voilà, quand on a Mais disons qu'avant, c'était, on portait l'imagination à se dire que ça pourrait aller jusqu'à là, et là, on se dit on y arrive. Quoi. On y arrive, c'est-à-dire que les gens qui sont dans les fichiers de police, donc on a vu que dans les fichiers de police, maintenant, Emmanuel Macron a légalisé le fait qu'on puisse ficher des opposants politiques. Oui. Enfin, des opinions politiques, donc clairement, je ne vois pas de personnes Renaissance fichées, a priori. Donc forcément des opposants. Donc ces gens-là auront 2 solutions. Soit ils rentrent chez eux avant les JO, ils restent dans la zone, ils ne sortent plus de chez eux. Voilà, s'ils sortent de chez eux, paf, on ne sait pas ce qui va leur arriver d'ailleurs, parce qu'une fiche S, c'est une mesure administrative, le QR code, c'est une mesure administrative. Donc la dernière fois, ils ont pris des mesures administratives pour contrôler la circulation des gens, c'est pendant le Covid, c'est des mesures administratives, ou selon, voilà, et là aussi également pendant, juste après les attentats du Bataclan, où il y avait des mesures administratives de perquisition, etc. Donc on est sur des mesures administratives, ce qui rappelle quand même qu'il faut remonter avant, les endroits où les préfets disaient sur mesure administrative, c'était quand même pendant la 40, sous Vichy. C'est-à-dire qu'en fait, on squeeze le parti judiciaire en disant les gens n'ont peut-être rien fait, parce que c'est une mesure administrative, c'est parce qu'ils sont surveillés, qu'on imagine qu'ils ont fait quelque chose. S'ils avaient déjà fait quelque chose ou qu'on avait les moyens de faire une perquisition, ce serait fait pour que ces gens soient soit innocents, soit en prison. Et rappelons-le, vous l'avez déjà dit, mais rappelons-le, aujourd'hui on peut être surveillé juste pour des raisons d'idéologie politique. D'idéologie politique, c'est ce qu'ils avaient fait par exemple pendant la COP, sous une fois de plus nos amis très liberticides de Hollande, pendant la COP 21, tous les militants écologiques avaient été fichés pour, et donc résidence administrative sous couvert de loi terroriste. Et là par exemple, nous avons notre ami Darmanin qui parle d'éco-terroristes, donc là fiché, les gens qui sont dans tel mouvement assimilé l'extrême droite, l'extrême gauche fiché. Donc ce qui veut dire que tous les gens qui déplaisent Emmanuel Macron, maintenant il suffit d'un coup de tampon administratif, donc sans aucun contrôle judiciaire derrière, c'est une décision unilatérale de la police qui dit on va surveiller les gens. Donc ce qui est pratique dans un travail quotidien pour surveiller, mais là c'est bien un moyen de coercition. C'est-à-dire qu'on change le paradigme de la fiche S, c'est-à-dire qu'au bout des fichiers de police, c'est plus un moyen de surveillance pour essayer de voir comment ça se passe, c'est un moyen de coercition sur quelque chose où personne n'a de contrôle à part le gouvernement. Et les préfets, qui sont donc les cadres nommés par le gouvernement. Je rappelle, donc là, comme on parlait de Napoléon, c'est lui qui a mis ça en place pour contrôler dans les départements. Donc ce qui veut dire que là, ça va être tamponné. Vous, on vous aime pas, tampon, vous n'avez pas le droit de venir. Vous, on vous aime pas, tampon, vous n'avez pas le droit de venir. Et comment on se bat pour ça? En plus, c'est là où c'est très pernicieux, c'est qu'on le saura au dernier moment pour les gens qui sont fichés, qui seront interdits. On leur dira le QR code, c'est non. Ah bon? Je vais faire une procédure pour avoir le droit de rentrer chez moi. On va vous dire, allez-y, ça va prendre. Oh, dis-moi si je Clémence. Mais ça va prendre. C'est pas une raison pour donner un coup dans nos caméras. Ça va prendre 15 jours le temps de faire le truc, etc. Où vont vivre les gens pendant ce temps-là? Est-ce qu'il y a des choses? Non, mais voilà. Emmanuel Macron qui voulait pas mettre de gens à la rue, il en rajoute. Voilà, et donc ça va créer le chaos. Donc, est-ce qu'on disait en plus d'un point de vue sécurité? Mais là, vous parlez de ceux qui habitent là, mais ceux qui travaillent là ou qui veulent passer. Ceux qui veulent se déplacer, pardon, pour ce mot horrible, librement. Ceux qui veulent se déplacer librement dans ces quartiers-là, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Et ce qui est encore plus grave, c'est que c'est même pas une loi qui autorise le déplacement libre sur le territoire, c'est la Constitution. C'est-à-dire que là, ils ont pris une mesure administrative, donc quelque chose qui n'a quasiment aucune valeur dans l'ordre de l'organigramme juridique, c'est tout en bas, et qui ne doit pas avoir de mesure quasiment coercitive, sauf décision judiciaire avant, ou voilà, ce qui n'est pas le cas. Et donc là, on arrive sur quelque chose de complètement arbitraire. Et donc on arrive sur quelque chose où on contrôle la population. Pour moi, c'est un nouveau test, parce que ça n'a aucune valeur pour lutter contre le terrorisme. Ce qu'on a pu voir dans la dernière émission, c'est que les gens qui veulent vraiment commettre des actes dangereux vont pas s'amuser à s'enregistrer auprès de la préfecture. Oui, ils vont peut-être pas passer le QR code devant le policier. Ils vont faire d'autres choses. Donc chacun va s'organiser différemment. En plus, ils ont annoncé que ce serait une semaine avant que le périmètre soit bouclé, donc il suffit d'amener ses affaires 10 jours avant. Enfin,
je veux dire, tout est prévu pour que ça se passe mal si jamais les gens veulent que ça se passe mal. Chier, pardon, que Donc les là, gentils citoyens. Que les gentils citoyens opposés au gouvernement. Donc ils sont pas si gentils parce qu'ils n'aiment pas Emmanuel Macron. Voilà, je rappelle ce petit jeune qui a dit à Gabriel Attal, Macron il est méchant. Et là il y a non, plutôt que de se dire pourquoi, non, on ne peut pas dire ça. Donc voilà, une fois de plus, pas d'argumentation, juste dire c'est le mal et le bien. Donc on en est là. Donc en fait, contrôle de la population, et en fait, je pense qu'on va amener ça de plus en plus, et une police administrative, une police politique, et malheureusement c'est la dérive qu'on prend. Et je reprends ces petits mots aussi, c'est qu'on pense quand... Attention, point Godwin atteint, on n'est pas encore à cette situation-là, mais n'empêche que la France a été classée en démocratie défaillante pour la gestion autoritaire du Covid. Là, on va rentrer dans l'intimité des gens, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rentrer chez soi ou de sortir de chez soi, donc on arrive quasiment dans du totalitarisme sur le contrôle de la population. Ah oui, là, et ce que je veux dire, c'est que quand on nous dit démocratie, je suis élu, donc avec 25% des voix, mais Hitler avait été élu aussi, donc je rappelle que c'est pas parce qu'on est élu que c'est une garantie de paragon de liberté. Et deuxièmement, au fur et à mesure, ça, c'est par exemple, le nazisme n'est pas arrivé du point élection, camp de concentration. Il y a toute une étape d'évolution pour contrôler la population, laisser faire, et on n'a rien fait. Et j'ai l'impression qu'en France, je ne compare pas Emmanuel Macron aux nazis quand même, justement, mon gardien, je ne veux pas me retrouver avec une perquisition un matin. C'est juste pour montrer l'évolution politique d'un régime qui peut aller quelque part ailleurs. Et là, on est sur cette évolution autoritaire et qui dévie vers le totalitaire. Régis. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vient de dire Alexandre. Il faut bien qu'on ait des points d'accord, mon cher Alexandre. Souvent, on a quelques points de désaccord, mais on est quand même le plus souvent d'accord. Non, mais on est d'accord sur les principes, c'est-à-dire que sur la défense des libertés, sur la défense des principes. Alors, ce que je constate en rebondissant sur ce qu'il a dit, c'est que la France a démontré une tendance à l'occasion du Covid, ce qui était effectivement extraordinaire. On avait cette épidémie, il y avait beaucoup de choses à dire, la façon dont on a réagi montre bien la nature de notre régime. C'est-à-dire les mesures coercitives qui ont été prises, avec pour certaines des dimensions totalitaires, ont été immédiatement mises en place. Et qu'est-ce qu'on voit à l'occasion des Jeux Olympiques ? C'est que c'est une pente naturelle de ce système. C'est-à-dire qu'on prend des mesures liberticides telles qu'elles viennent d'être décrites par Alexandre immédiatement. C'est-à-dire que voilà, on a des problèmes à régler, on va prendre le gros marteau et on va mettre en place un système d'atteinte fondamentale aux libertés publiques. La liberté d'aller et venir, c'est quelque chose de très important. Alors on va me dire, ah oui, mais c'est les Jeux Olympiques, donc par conséquent, ce ne sera que pour un temps. Un mal pour un bien. Pour chaque problème, on sort le marteau et on va vers le liberticide parce qu'on ne sait plus gérer autrement. Et là, je vais dire un petit mot sur les Jeux Olympiques. Là, je vois se profiler la catastrophe. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable d'organiser un événement de cette nature. Alors, il y a eu naturellement la mégalomanie de Madame Hidalgo, la mégalomanie de Monsieur Emmanuel Macron qui veut en faire quelque chose d'important pour son image, qui est bien écornée. Et donc, on s'est lancé dans une aventure alors qu'on n'est plus capable d'organiser dans une grande ville. On n'est déjà plus tellement capable de gérer. Il n'y a pas qu'en France. Quand vous allez aux États-Unis, c'est impressionnant. Mais les grandes métropoles comme ça, on a décidé d'y faire dans son cœur des Jeux Olympiques et on est en train de mesurer que, regardez, la cérémonie d'ouverture sur la scène, elle va être supprimée. C'est infaisable. Et moyennant quoi, immédiatement, les mesures qu'on prend pour essayer de sauver la face, ce sont des mesures liberticides. Oui. Il y a cette tendance profonde à l'usage de systèmes qui sont en train de dériver vers le totalitaire. Ouais, mesures liberticides, et rappelons bien ce qu'a dit Alexandre Langlois, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que qui n'aide absolument pas à mieux nous protéger en plus contre un quelconque acte de terrorisme. Non, et on peut même refaire le parallèle avec comment ils ont géré la crise Covid. Donc je reprends, c'est le journal The Economist, un journal britannique plutôt modéré, qui avait déclaré la France en démocratie défaillante. La France s'était défendue à l'époque en disant c'est juste des mesures provisoires, rassurez-vous. Les mesures provisoires ont duré et la France est toujours
toujours en démocratie défaillante. Deuxième chose aussi, pour montrer que la méthode est toujours la même, c'est de faire peur aux gens et contrôler la population plutôt que de s'attaquer aux problèmes. Pendant la crise Covid, la France était très fière avec M. Darmanin de distribuer des millions de contraventions pendant que les policiers espagnols donnaient des masques. Et ensuite, pour dire que ce n'était pas une fatalité, c'est que par exemple Taïwan, qui était à côté de l'épicentre de l'épidémie et à côté de la Chine avec qui ils ont quelques difficultés de voisinage, eux ils ont augmenté leur note démocratique pendant ce temps-là sur le journal The Economist. Donc c'est dire que c'est pas une fatalité au contexte international, c'est des décisions politiques locales. Et donc là c'est la même chose, c'est qu'on prend une décision politique coercitive contre la population et qui ne résout pas donc le problème posé. On nous fait croire quelque chose et on joue au bonneteau. Alors, et pour ceux que je vois dans les commentaires qui disent oui, mais c'est Paris, bon, nous on n'habite pas à Paris, c'est vrai, tout le monde n'habite pas dans le centre de Paris. D'abord, il y a ceux qui y travaillent quand même, qui aimeraient bien pouvoir travailler, ceux qui aimeraient bien tout simplement pouvoir marcher librement dans leur pays. Voilà. Et surtout, ça rappelle un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas parce que ça arrive à un autre endroit qu'il faut pas s'alerter. Je veux dire, c'est la même chose qu'une attaque contre un autre parti politique. À un moment donné, il faut que tout le monde se sente concerné par ces problèmes-là, puisque un jour ou l'autre, et on le voit bien, ça va arriver ailleurs. On voit bien que ça, ils tentent aussi évidemment de mieux contrôler aussi leur ruralité, même si évidemment ça va être beaucoup plus compliqué. Le recours aux forêts, on connaît. Oui, c'est vrai, mais n'empêche que voilà, c'est pour ceux qui sont plus loin de Paris, vivez ça comme une expérimentation sur Paris, sur un centre urbain, un laboratoire, voir si ça peut marcher. Le QR code, ils avaient dit plus jamais. On y est encore sur un événement qu'ils essayent de justifier. Demain, ils vont dire au nom de la sécurité, parce que le contexte international ne marche pas, on va l'étendre à tout le territoire. Déplacez-vous avec un QR code, des mesures administratives qui limitent vos déplacements. Ils ont mis dans la loi qu'ils pouvaient limiter les déplacements en cas de menace non vraiment explicite sur la loi. Donc voilà, donc en fait, tout est mis en place au fur et à mesure des barrières. Donc on n'est pas concerné, oui, mais demain, on sera peut-être concerné quand même. Oui, c'est vrai. Rappelons-nous le Covid et les interdictions de marcher en montagne seul au monde. Régis, vous voulez ajouter un dernier mot avant de conclure ? Non, je suis préoccupé. Si, je vais en rajouter un à propos de la chère Adèle Van Rett, qui vient dire, la patronne de France Inter, patronne de France Inter, qui interdit une certaine parole sur au nom des valeurs et de l'intérêt général. Au nom de ces valeurs et de l'intérêt général sur sa radio. C'est la citation de Roland Barthes disant, vous savez, le fascisme, ce n'est pas seulement d'empêcher de dire, mais c'est d'obliger à dire. C'est-à-dire que pour Madame Adèle Van Rett, on ne peut venir sur sa radio que si on dit ce qu'elle souhaite qu'on dise. Je suis désolé, on est en pleine dérive. Oui. Merci beaucoup Alexandre Langlois, merci beaucoup Régis de Castelnau, merci à vous deux pour cette grosse émission d'1 heure sur la liberté d'expression et les dérives de notre société.